Bonjour, je m'appelle Chris RUTKOWSKI et je suis chercheur à Winnipeg, au Manitoba. J'étudie les signalements d'OVNI et ce phénomène depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enquête canadienne sur les OVNI, de la recherche sans spéculation. Voici ma question. Est-il possible de faire une recherche en ufologie sans recourir à la spéculation? Étant donné le manque de preuves indéniables de visites d'extraterrestres, d'admissions d'opérations militaires secrètes poussées de la part du gouvernement ou d'explications scientifiques viables pour une nouvelle définition de phénomènes atmosphériques ou physiques, une grande part de l'ufologie tourne autour de spéculations quant à la nature des OVNI. Plusieurs experts prétendent détenir une connaissance privilégiée d'informations ufologiques classifiées, mais tant que la transparence ne sera pas la règle plutôt que l'exception, l'information quantitative sur les OVNI demeurera plutôt hors de portée. À partir de 1989, l'organisme Ufological Research du Manitoba, UFORUM, maintenant Ufology Research, sollicitait des données de cas d'OVNI auprès d'investigateurs actifs connus, de chercheurs et de sources officielles au Canada pour des analyses et des comparaisons avec d'autres compilations. Il voulait avoir une idée de ce à quoi ressemblaient les signalements d'OVNI à travers le pays. Ces données étaient colligées et ajoutées à une banque de données, puis triées et analysées dans la recherche d'une meilleure compréhension de la nature du phénomène OVNI dans le pays entier. Le résultat, l'enquête canadienne annuelle sur les OVNI, donne un aperçu de l'activité des OVNI dans le pays tout entier et peut rendre compte des tendances et des changements par-delà le vaste territoire du Canada et comment les signalements d'OVNI varient avec le temps. L'enquête canadienne sur les OVNI diffère d'autres banques de données sur les OVNI. Historiquement, les chercheurs en ufologie maintenaient leurs dossiers à jour avec très peu ou pas de communication avec les autres. En fait, souvent, les représentants d'organisations ufologiques majeures ne présentaient pas régulièrement de données sur les cas et les organisations dirigeantes elles-mêmes avaient tendance à faire peu d'analyse des données reçues, quoique cela ait changé récemment. Le partage de données sur les OVNI est généralement considéré comme important pour l'avancement de l'ufologie, mais la collecte et le traitement de telles données ne sont malheureusement pas uniformisés. L'organisation MUFON constitue une exception puisqu'elle utilise un formulaire de rapport détaillé qui s'alimente à même son système de traitement des cas, mais ces données ne se transposent pas facilement dans d'autres bases de données ufologiques. Dans son ouvrage phare, The UFO Book Handbook, publié en 1979 avec les éditions Doubleday, Alan Hendry a fait ressortir des imperfections dans l'étude des données relatives aux OVNI en demandant « Est-ce que les statistiques relatives aux OVNI représentent une recherche valide pour une meilleure connaissance de ce phénomène élusif ou ne font-elles que refléter la frustration qu'aucun des rapports individuels ne peut lui-même se tenir debout? » Hendry a proposé 6 questions à demander à l'ufologie statistique. 1. La collecte des rapports reflète-t-elle vraiment un échantillonnage constitué au hasard? 2. Les cas individuels ont-ils été adéquatement validés? 3. Compare-t-on des pommes avec des oranges? Les lumières nocturnes sont-elles nécessairement la même sorte d'OVNI que les disques diurnes? 4. L'étude insinue-t-elle la question suivante? Cette masse de données ne prouve-t-elle pas que les OVNI existent? 5. Les détails particuliers sont-ils occultés pour simplifier les cas dans le but de les comparer? Et les corrélations démontrent-elles réellement un lien de cause à effet? L'enquête canadienne sur les OVNI a été entreprise avec ces questions et d'autres commentaires critiques à l'esprit. Pourquoi les données sur les OVNI devraient-elles être enregistrées, classées et analysées? Certains ufologues populistes d'aujourd'hui font valoir qu'étudier les données relatives aux OVNI est inutile parce que nous savons déjà qu'ils sont ici, ils signifiant des êtres extraterrestres ou étrangers. Certains ont même dit que les rapports sur les OVNI sont sans objet, étant donné que les étrangers sont déjà sur Terre et en interaction avec les humains sur une base régulière. De fait, certains font valoir que la communication télépathique et les téléchargements d'informations privilégiées provenant de lointains êtres extraterrestres impliquent désormais que les simples observations de lumière nocturne sont choses du passé. Cependant,
La plupart des chercheurs sérieux en ufologie comprennent que des prétentions de contact avec des étrangers ne seront jamais vues comme preuve de visite extraterrestre ou étrangère. Des prétentions sont sans valeur en elles-mêmes en l'absence de preuves et de documentation pour les appuyer, sans égard au sujet. Des fanatiques d'OVNI s'exaspèrent souvent que des sceptiques demandent trop de preuves d'étrangers, mais la méthodologie scientifique et la mise à l'épreuve rigoureuse des théories est requise dans tous les champs, que le sujet d'étude soit la migration des oiseaux, l'efficacité des carburateurs, la sécurité alimentaire, l'archéologie ou bien entendu la visite d'étrangers extraterrestres. Le plus gros problème en ufologie est qu'il s'agit de l'étude de phénomènes qui ne sont pas disponibles à l'examen. L'OVNI est presque toujours parti longtemps avant qu'un rapport ne soit produit par un témoin. En ce sens, l'ufologie est une étude de brèves observations faites par des témoins de phénomènes transitoires. Il est cependant vrai que, dans certains cas, les preuves physiques demeurent après l'observation d'un phénomène OVNI, mais de tels cas sont de plus en plus rares. Il est cependant du devoir des ufologues d'étudier plus en détail les signalements d'OVNI en tant que partie nécessaire et essentielle de leur champ d'intérêt. De fait, les rapports d'OVNI que je conserve sont la base sur laquelle tous les autres aspects de l'ufologie se fondent. Les hypothèses quant au mode de propulsion, le nombre et les types de races étrangères visitant la Terre, la compréhension des cas d'enlèvement, la récupération de documents, la divulgation officielle, etc. Les signalements sont la base. Sans une meilleure compréhension de ce que les témoins rapportent réellement lorsqu'ils observent des ovnis, toutes les hypothèses et les arguments portant sur les caractéristiques des ovnis tombent à plat si ce qui est rapporté est ignoré ou n'est pas étudié en détail. Une raison importante pour laquelle les données sur les ovnis devraient être recueillies et étudiées se trouve dans les directives officielles du département de la Défense nationale en ce qui a trait aux actions de tous les pilotes de l'espace aérien canadien. Dans les documents relatant les services ou instructions de communication pour rapporter des observations d'informations vitales, tant les civils que le personnel militaire sont informés que des rapports services devraient être remplis immédiatement suite à une observation relevant d'informations vitales lorsque n'importe quel objet aérien, aquatique ou terrestre ou n'importe quelle activité qui semble être hostile, suspecte, non identifiée ou engagée dans une activité de contrebande illégale. Un exemple d'événement exigeant des rapports services tels que stipulés dans ces documents sont les objets volants non identifiés. En d'autres termes, on considère dans le meilleur intérêt de tous et certainement dans l'intérêt du département de la Défense nationale de signaler les observations d'OVNI. L'enquête canadienne sur les OVNI s'occupe des observations d'OVNI de manière critique et évalue leur nature. De façon similaire, un document beaucoup plus récent démontre que les signalements des observations d'OVNI sont toujours recueillis par le département de la Défense. Jusqu'à aujourd'hui, la politique actuelle dans les rapports Merit des services de renseignement de la marine marchande tels que définis par la Garde côtière canadienne dans ses directives annuelles aux marins établit ceci. Dans le but d'étendre la couverture d'alerte de première ligne pour la défense du continent nord-américain, il existe maintenant un plan pour rapporter les observations d'informations vitales en temps de paix. Tous les bateaux canadiens devraient produire des rapports Merit selon la politique des services de renseignement de la marine marchande lorsque c'est possible, dans les circonstances suivantes. Immédiatement lorsqu'il y a observation d'une information vitale. Il importe de noter que les instructions Merit s'appliquent à tous les vaisseaux, tant civils que militaires. Aussi, la politique est-elle claire en ce qui concerne quel type d'objet ou événement rapporter de façon analogue aux instructions service. On note tous les objets provenant des airs ou de l'eau qui paraissent hostiles, suspects ou non identifiés devraient être signalés. Voici des exemples. Missiles téléguidés, objets volants non identifiés, sous-marins. Ces documents et d'autres encore montrent que les signalements d'OVNI sont une partie de la politique routinière de l'aviation et de la marine au Canada. On ne sait pas avec certitude ce que le département de défense fait actuellement de ces rapports. La cueillette de données canadiennes sur les OVNI est quelquefois problématique. Il est reconnu que les clubs et les groupes ufologiques tendent à être éphémères. Cela est dû au fait que leurs membres vont et viennent au gré de la croissance ou de la décroissance de popularité du sujet. De plus, les amateurs d'OVNI tendent à être solitaires et la dynamique des regroupements ufologiques mène souvent à des dérives majeures ou à des éclatements à l'intérieur de leur rang.
Une chose aussi simple qu'une différence d'opinion portant sur la réalité d'une observation d'OVNI peut mener à des désaccords significatifs. Ces facteurs et d'autres encore tendent à rendre plutôt problématique la collecte annuelle de données relatives aux OVNI. Par exemple, dans les années 90, MUFON Canada a connu certains problèmes entraînant des divisions qui ont résulté en la création ou la dissolution de groupes parallèles ou satellites de personnes intéressées aux OVNI. Maintenir contact avec les diverses factions constituait quelquefois un exercice de diplomatie délicat. Même à ce moment, il est difficile d'estimer combien de chercheurs compétents et combien de bonnes bases de données relatives aux OVNI ont été perdus dans la désorganisation des personnes s'y intéressant. Un problème additionnel consiste aujourd'hui en l'augmentation rapide du nombre d'individus amassant des cas d'observation d'OVNI sur l'Internet. De temps en temps, il semble qu'un nouveau site Internet fasse son apparition, indiquant encore un autre endroit aux témoins pour rapporter et enregistrer les observations tout autour du monde. Faire le décompte de tous les cas d'observation d'OVNI dans une région donnée demande alors beaucoup de temps. De plus, bien qu'il semble y avoir un certain nombre d'ufologues actifs seuls ou regroupés au Canada, certains d'entre eux semblent exister seulement pour attirer l'attention des médias et pour flatter leurs égos, sans réellement faire d'investigations approfondies sur des cas d'observation. Il s'agit certainement là d'un résultat de la nature non professionnelle du domaine de l'ufologie, alors qu'un commis au poste ou un chauffeur de camion peut revendiquer une expertise aussi bien qu'un astronome ou un psychologue. Cela peut sembler frustrant pour les chercheurs sérieux, mais cela doit être accepté comme un problème inhérent au domaine de l'ufologie. Certains chercheurs ne maintiennent pas de dossiers disponibles sur les cas d'observation et ne retiennent pas de critères quantitatifs dans leurs investigations. Par exemple, les groupes de contactés. De plus, on sait maintenant que seulement un petit groupe d'ufologues actifs et de chercheurs autoproclamés étudient réellement des cas et maintiennent des dossiers utilisables. Parce qu'il n'y a pas moyen d'appliquer les standards dans les investigations sur les signalements d'OVNI, la qualité de ces investigations varie considérablement. Pour compliquer encore plus ce problème, il y a eu l'arrêt de la collecte des rapports relatifs aux OVNI par le Conseil national de recherche du Canada, NRC. Le NRC recevait de façon routinière des rapports de citoyens privés et de la Gendarmerie royale du Canada, de la police civile et du personnel militaire. Les rapports du NRC incluaient beaucoup d'observations de météores ainsi que de boules de feu, et celles-ci furent ajoutées à la base de données des signalements d'OVNI. Notons que le public a accès à ces documents sur les OVNI et les signalements d'OVNI à la Bibliothèque des archives du Canada à Ottawa. Les dossiers officiels portant sur les rapports annuels d'OVNI ont été régulièrement transférés à la fin de chaque année pour entreposage aux archives. Ces dossiers ont été régulièrement inspectés par quelques chercheurs dévoués en ufologie. Durant les 10 à 15 dernières années, la numérisation de plusieurs dossiers des archives a été entreprise et les dossiers relatifs aux OVNI ont été parmi ceux les plus en demande par le public. Ainsi, plus de 8000 dossiers canadiens officiels relatifs aux OVNI sont maintenant disponibles en ligne. En d'autres mots, il n'y a pas eu au Canada de rétention d'informations ufologiques telles que définies par des ufologues proposant une divulgation officielle, alors qu'un groupe clandestin peut relâcher de l'information classifiée en suivant un plan. Au Canada, le plan consiste simplement en une revue annuelle de documents et la publication d'informations, peu importe les sujets et champs d'études, incluant les signalements d'OVNI. En 1995, en raison de restrictions budgétaires et du manque de recherche assidue sur les météorites au Centre national de recherche résultant de retraite, décès et autres changements de personnel, le NRC annonçait qu'il n'accepterait tout simplement plus de rapports d'OVNI. De plus, les signalements d'OVNI ou de boules de feu émanant de la GRC ont soudainement cessé. Il en a résulté une augmentation des demandes d'accès à l'information déposées par les ufologues auprès des diverses agences gouvernementales et militaires au Canada. Ces dernières ont remis certains documents ufologiques intéressants, mais le processus est très long, coûteux et peut ne pas révéler tous les cas requis pour fin d'étude. Comme conséquence malheureuse de tous ces facteurs, ce qui a été adopté dans l'enquête canadienne sur les OVNI est l'exigence d'un statut officiel en ce qui a trait au signalement d'OVNI. Si les observations d'OVNI sont signalées à des groupes ou des individus qui ne partagent pas les données de ces cas avec les chercheurs sérieux, ces observations sont effectivement perdues pour les analyses scientifiques. Certaines organisations peuvent accumuler les signalements en nombre impressionnant, mais sans données disponibles pour l'étude. Ils ne sont d'aucune valeur.
Par conséquent, dans ce but et pour d'autres études scientifiques sur les données relatives aux ovnis, seules les observations sur les ovnis communiquées à des groupes, associations ou organisations participantes reconnues peuvent recevoir un statut officiel. Les cas rapportés à tout autre groupe, association, club ou individu ne peuvent être considérés officiellement rapportés. Au Canada, les données obtenues pour analyse sont utiles pour comprendre la nature des rapports relatifs aux ovnis et peuvent éclairer la nature des signalements d'ovnis ailleurs dans le monde. En ce qui concerne la nature des données recueillies, on réalisa très tôt qu'une approche du plus petit dénominateur commun était de mise, étant donné différentes sources recueillant différents détails provenant de rapports d'ovnis individuels. Certaines bases de données ufologiques comportent des centaines de points de données, mais la réalité était que peu de cas comportaient autant de données. L'information de contact et l'identité des témoins n'étaient pas considérées nécessaires pour une enquête sur les signalements d'ovnis, et ne pas requérir cette information a donné lieu à une guerre de clochers pour la conservation des rapports par les organisations ufologiques et à favoriser l'anonymat des témoins. Seules les informations de base pourraient être recueillies et entrées dans une base de données, soit année, mois, jour, heure, lieu, province, type, durée, couleur de l'objet, nombre de témoins, forme de l'objet, étrangeté, fiabilité, source, évaluation et commentaires ou brève description de l'observation. Étonnamment, même ces 16 points d'information ne sont pas toujours disponibles dans tous les cas d'observation d'OVNI. Les indices d'étrangeté et la fiabilité n'étaient pas inclus dans les données avant 1994. Dans le but d'acquérir une meilleure compréhension des cas classés comme non identifiés, en 1996, les membres et associés de Ufology Research se sont rassemblés pour étudier et discuter de ces signalements. On aborda l'information relative à chacun des 42 cas originalement classés comme non identifiés et ces cas furent réévalués. Les classifications initiales des indices d'étrangeté et de fiabilité furent aussi réexaminées dans chacun des cas. Dans ce processus, on identifia seulement 13 cas comportant un haut degré d'étrangeté et fiabilité. Ainsi, il résulta de cette réévaluation que seulement 5 du nombre total de ces cas furent considérés comme de bons cas d'ovnis non identifiés. Un consensus s'est établi au sein du groupe à l'effet que ce processus de révision des cas était très révélateur parce qu'il favorisait une meilleure appréciation des difficultés d'usage des données relatives aux ovnis. Plusieurs rapports constituaient de bonnes histoires, mais semblaient avoir une explication possible, voire probable. On estimait que certaines descriptions faites par les témoins manquaient de précision et qu'une portion significative des cas paraissait nécessiter beaucoup plus d'investigation. Cet exercice a démontré que l'analyse et l'évaluation des signalements d'OVNI est une procédure très délicate, se référant principalement au seul texte des estimations et interprétations subjectives des opérations imprécises des témoins. Les membres du groupe de révision recommandèrent que les comptes rendus des observations d'OVNI ne soient pas pris au pied de la lettre et qu'on devait user de prudence en interprétant ce qu'on avait réellement vu. Les études statistiques des signalements d'OVNI peuvent s'avérer utiles dans la compréhension des caractéristiques des rapports, mais au-delà de l'indication de ce que les témoins ont observé, il y a peu de données constituant une information éprouvée de ce qui a été observé. Les études de données permettent des hypothèses vérifiables sur les tendances des caractéristiques des signalements d'OVNI, comme la meilleure heure pour voir un OVNI, identifier les points névralgiques des OVNI et les pourcentages des signalements d'OVNI qui auront des explications. Ceci n'est pas de la spéculation, mais une théorie basée sur les données qui peut être vérifiée et contre-vérifiée par rapport aux observations. Les sources. Les sources de données dans l'enquête canadienne sur les ovnis proviennent d'un large spectre. Quelques sites d'Internet de rapports d'ovnis reçoivent des douzaines et même des centaines de signalements remplis par les témoins eux-mêmes. Ceux-ci incluent le National UFO Reporting Center, le Mutual UFO Network et l'Association québécoise d'ufologie. De plus, il y a un certain nombre d'organisations qui reçoivent des rapports de témoins et qui investiguent, produisant par la suite de l'information disponible susceptible d'être incluse dans l'enquête. La plus remarquable de ces organisations est le groupe d'assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, GARPAN.
Outre les organisations ufologiques, l'enquête canadienne sur les ovnis inclut également l'information des agences gouvernementales telles que Transport Canada, incluant ici des rapports services ainsi que ceux produits par les Forces armées canadiennes. De plus en plus, les signalements d'ovnis sont affichés et discutés sur les médias sociaux, incluant Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Certains blogs sur les ovnis contiennent aussi des informations sur les observations d'ovnis. Également, les médias font parfois à leur sujet des observations d'ovnis, et même si elles ne sont pas investiguées par une organisation vouée aux ovnis, les informations présentées dans les nouveautés télévisuelles, à la radio ou sur les journaux imprimés peuvent parfois constituer des sources pour les rapports sur les ovnis. Finalement, le groupe Ufology Research lui-même est présent au Canada depuis 1976, ce qui fait de lui la plus ancienne organisation ufologique au Canada, et il est comme un devoir des témoins y rapporter directement leurs expériences avec les ovnis. Lorsque c'est possible, avec les permissions des témoins, ces cas sont refilés aux groupes régionaux voués aux ovnis ou aux investigateurs pour qu'ils travaillent avec les témoins dans leurs régions respectives. Et maintenant, que dire des résultats? En 1989, on envoya une lettre de demande de données pour fin d'analyse à tous les ufologues canadiens reconnus pour investiguer activement les signalements. On obtint des noms et des adresses à partir des dossiers du forum, de la liste d'envois postaux du magazine ufologique Swamp Gas Journal, ainsi que d'ufologues en contact avec Ufology Research. En 1989, on envoya 25 de ces lettres. En 1990, avec des noms et adresses supplémentaires à la liste, on en envoya plus de 50. En 1989, on obtint 141 signalements d'ovnis pour analyse. En 1990, on enregistra 194 signalements. Ceux-ci provenaient des dossiers d'investigateurs collaborateurs, de coupures de presse et des dossiers du Conseil national de recherche du Canada. En ce temps, tel que précédemment noté, le NRC recevait régulièrement des signalements d'ovnis de citoyens privés, de la GRC, de la police civile et du personnel militaire. Le nombre de cas en 1990 représentait une augmentation de 37,5 % de plus qu'en 1989. Curieusement, en dépit de l'augmentation du nombre de signalements, le pourcentage des cas classés comme non identifiés était similaire en 1989 et 1990. En 1989, il y eut 20 cas non identifiés, représentant 14,2 % du nombre total, alors qu'en 1990, il y eut 26 cas non identifiés, ou 13,4 % du total. En 1998, après 10 ans de cueillette de données ufologiques, 2320 rapports ont été examinés et ajoutés aux données. Toutefois, le pourcentage de cas non identifiés se maintient à un pourcentage approximatif de 16 %. Après 20 ans de collecte de données ufologiques, avec 8601 cas dans la base de données en 2008, le pourcentage de cas non identifiés a descendu légèrement à 13,9 %, mais notez que nous avoisinons toujours cette moyenne. Cette constante du pourcentage de cas non identifiés sur une base de données stable des signalements d'ovnis suggère qu'on peut utiliser l'enquête comme outil de prédilection pour la compréhension de la nature du phénomène ovni. En 2013, on avait enregistré un total de 14 541 cas durant 25 ans. Cela donnait donc une moyenne de 582 rapports d'ovnis par année, même si la moyenne annuelle a graduellement augmenté durant cette période, allant d'un creux de 141 cas en 1989 jusqu'à un sommet de 1180 cas rapportés en 2013. Le plus grand nombre en une seule année, a eu lieu en 2012 alors qu'on enregistra 1981 cas d'ovnis. La plus récente enquête canadienne sur les ovnis a démontré un rythme d'environ 3 cas par jour dans tout le Canada en 2017. C'était alors la 5e année consécutive durant laquelle les signalements d'ovnis s'élevaient à plus de 1100 cas. Certaines affirmations ont prétendu que le nombre de signalements d'ovnis allait en décroissant. Ce n'est pas le cas selon les données recueillies ici au Canada. Le Québec a enregistré le plus grand nombre d'ovnis signalés en 2017 avec 518 signalements à la suite des 430 cas signalés en 2016. L'Ontario a enregistré 241 signalements, la Colombie-Britannique 128,
et tant le Nouveau-Brunswick que la Nouvelle-Écosse ont enregistré 27 cas dans chacune de ces provinces. Il y eut même 2 rapports au territoire du Nord-Ouest et 3 au Yukon. En 2017, environ 8 de tous les signalements d'OVNI ont été qualifiés d'inexpliqués. Ce pourcentage de cas non identifiés est descendu à moins de 1 lorsque seulement les cas de meilleure qualité ont été examinés. De plus, l'étude de 2017 a révélé que 43 de toutes les observations d'OVNI étaient de simples lumières dans le ciel. Que dire sur l'interprétation des données? Les études des données relatives aux OVNI incluent régulièrement des météores, des boules de feu et d'autres objets conventionnels. Dans plusieurs circonstances, les observateurs sont impuissants à reconnaître une étoile, des aéronefs ou des bolides conventionnels, et ils les rapportent donc comme des OVNI. Les témoins rapportent souvent des lumières clignotantes stationnaires à l'horizon durant des heures et ne concluent jamais qu'ils observent une étoile ou une planète. Certains investigateurs d'OVNI passent des heures à départager les objets volants identifiés et les objets volants non identifiés. Historiquement, les analyses de données telles que les projets américains Grudge, Sign et Blue Book incluaient toutes les données brutes relatives aux OVNI qui par la suite se retrouvaient dans ces catégories d'objets identifiés ou non identifiés. Quelquefois, on attribue rapidement une explication connue à des objets observés, même si une investigation postérieure suggère qu'une telle explication était injustifiée. L'inverse est également vrai. Le problème des objets volants identifiés dans les études de données relatives aux OVNI est important. On pourrait argumenter qu'aussitôt une observation est expliquée, il n'y a pas de raison qu'elle demeure dans les rapports d'OVNI. Cependant, cela ne tient pas compte du fait que l'objet identifié était tout d'abord considéré comme un signalement d'OVNI et constitue de fait une donnée valide. Cela n'est peut-être pas une évidence de visite extraterrestre comme donnée ufologique. Ça demeure utile. Il faut rappeler que toutes les enquêtes majeures précédentes sur les OVNI ont examiné les rapports dans l'intention d'expliquer tous les cas, sans succès cependant. Les objets volants identifiés font assurément partie de l'héritage des rapports d'OVNI. Les objets volants identifiés sont problématiques parce qu'ils n'intéressent pas tous les ufologues. De fait, certains investigateurs d'OVNI admettent d'emblée qu'ils ne recueillent pas les détails reliés au signalement d'OVNI qui semblent facilement explicables comme objet ordinaire. Cela peut constituer une erreur sérieuse. Le témoin d'OVNI peut rapporter consciencieusement ce qui lui semble mystérieux. C'est l'exacte définition d'un OVNI. Donc, même retardataires, les appels téléphoniques anonymes qui semblent de toute évidence des observations d'avions ou de planètes devraient de plein droit être classés comme signalements d'OVNI. Il semble raisonnable que tous les signalements d'OVNI soient inclus dans les bases de données statistiques pour études ultérieures du phénomène, sans égard à leur classification postérieure comme objets volants identifiés. La preuve que ce point de vue est correct réside dans le fait qu'en 1993, une augmentation significative des rapports canadiens d'OVNI était évidente dans l'analyse annuelle. Le principal facteur de cet accroissement était un simple événement de météore survenu le 30 octobre 1993. En cette soirée, des centaines de personnes rapportèrent un objet spectaculaire et une détonation sonore dans tout le Canada. Plus de 120 signalements d'individus furent enregistrés par des astronomes, la Gendarmerie royale du Canada, la police, le Centre national de recherche et d'autres agences. L'implication de ce cas biaisa grandement les caractéristiques des tables statistiques d'OVNI en 1993. Le nombre de rapports en 1994 et 1995 refléta à nouveau la moyenne canadienne précédemment établie. La révélation la plus intéressante de cet événement fut que les signalements d'OVNI du 30 octobre 1993 reflétèrent qu'un événement réel s'était effectivement produit. Cela prête foi à la croyance que lorsqu'on signale un OVNI, un objet réel a été vu et pas juste une fantaisie émanant de l'imagination d'un témoin. En conséquence, on peut dire que les rapports d'OVNI impliquent habituellement des observations véritables de quelque chose sortant de l'ordinaire. Il est également instructif de comparer les analyses de Ufology Research avec celles d'autres organisations, particulièrement le National Sighting Research Center du New Jersey, NSRC, dirigé par Paul Ferrugelli. On rapporta les résultats du NSRC dans une série de publications, incluant le Livre national annuel des observations publié dans les années 90. On compara les données du Forum et celles du NSRC en 1992. Le NSRC recueillit des rapports de coupures de journaux, de publications sur les OVNI, ainsi que du MUFON, et analysa les données brutes sur les OVNI.
En raison de la différence des sources de données, une comparaison avec les résultats du forum constituait un défi. Néanmoins, il demeure intéressant de comparer les deux études. Le NSRC a recueilli un total de 197 rapports d'OVNI en 1992. Ce nombre était légèrement inférieur à celui du Canada pour la même année. En raison de sa population supérieure, il est vraisemblable que les États-Unis avaient beaucoup plus d'observations auxquelles le NSRC n'a jamais eu accès, dû à cette technique d'échantillonnage. L'étude du NSRC a révélé qu'il n'y avait pas de tendance nette quant à la répartition mensuelle des signalements d'OVNI aux États-Unis. On a décelé des sommets en juin et en décembre. En regroupant les études américaines et canadiennes ensemble, on obtient une répartition mensuelle des cas comportant de légères variations d'un mois à l'autre et des creux en milieu d'hiver et d'été. On peut spéculer qu'avec un échantillonnage adéquat des rapports, il n'y aurait pas de variation du nombre d'observations mensuelles, sauf en cas de vagues majeures qui ressortiraient plus avec une enquête menée à l'échelle internationale. Cela va, en quelque sorte, à l'encontre de l'intuition et suggère que les signalements d'OVNI sont indépendants des variations climatiques et saisonnières. Cela suggère que les gens ne voient pas autant d'OVNI en été parce qu'ils passent plus de temps à l'extérieur durant cette saison. On peut se demander, est-ce que le résultat américain qui ne démontre pas de tendance mensuelle claire découle d'une plus grande variation du climat aux États-Unis? Est-ce qu'il y a plus de signalements provenant du sud plus chaud que du nord plus froid en hiver? On doit tenir compte de cela dans les statistiques actuelles de MUFON. Comme pour l'étude canadienne, les données américaines étaient réparties de façon inégale dans tout le pays. La plupart des signalements provenaient de seulement deux États, la Floride et l'Indiana. La vague d'observation floridienne était vraisemblablement due au signalement de la région de Gulf Breeze qui reçut beaucoup d'attention des médias en ce temps. La répartition de la durée d'une observation était presque identique à l'étude canadienne. La durée moyenne d'une observation américaine typique d'un OVNI se situait entre 3 et 9 minutes. En ce qui concerne la répartition des cas selon le moment du jour, l'enquête américaine a déterminé une répartition symétrique comportant un sommet à 21 heures, heure locale, et un creux autour de 9 heures du matin, heure locale. Cela concorde totalement avec les études du catalogue UFO4 conduites par Hendry en 1979 et d'autres études qu'il a citées. Les répartitions canadiennes révèlent normalement que les sommets d'observation d'OVNI surviennent une heure plus tard, mais sont autrement identiques. Il est possible qu'il y ait un effet d'économie de lumière du jour selon les données horaires. La répartition selon la classification de Hynek s'est révélée identique à celle des études aussi bien canadiennes qu'américaines, les lumières nocturnes s'avérant beaucoup plus fréquentes. Une différence majeure entre l'enquête canadienne sur les ovnis et les données des autres études est que les cas de rencontres rapprochées apparaissent sous-représentés dans les bases de données originales. Les rencontres rapprochées comprenaient une proportion incroyable de 30 des données du NSRC sur les observations et près de 50 des cas rapportés dans la base de données de David Spencer du MUFON. Sans doute qu'un certain filtrage et ou une sélection était fait dans les études comportant de fortes proportions de rencontres rapprochées. Hendry a lui-même aussi noté que ces rencontres rapprochées comprenaient 13 des cas non identifiés de l'étude Blue Book et 14 de ses propres cas inexpliqués. En comparaison, il y avait 4 cas inexpliqués de rencontres rapprochées dans l'étude canadienne de 1993. Dans chacune de ces études, les rencontres rapprochées représentaient légèrement moins de 1 du total des cas. En résumé, les analyses menées par Ferugoli sur les données ufologiques américaines ont révélé des résultats remarquablement similaires à ceux des études canadiennes de Ufology Research, et ce, en dépit des différences dans les procédures de collecte. Le projet Blue Book fut l'étude la plus grande et la plus complète menée par les forces aériennes américaines sur les signalements d'OVNI, comme la plupart d'entre vous le savent. Il démarra en 1952 à la suite de 2 études de moindre envergure, le projet Sign et Grudge. L'étude des forces aériennes américaines arriva à sa conclusion en janvier 1970. Entre 1952 et 1970, après 18 ans de cueillette de rapports d'OVNI provenant de partout sur la planète, les forces aériennes américaines ont recueilli 14 613 cas, même si le nombre original fut indiqué fut 12 168. Parmi eux, 701 cas furent d'abord classés comme inexpliqués par les ufologues, même si cette valeur est discutable, et ce nombre de cas inexpliqués fut revu à la hausse jusqu'à 1600.
Avec ces chiffres à l'esprit, il est intéressant d'établir une comparaison avec la base de données de l'enquête canadienne sur les ovnis. Même si en 2013, l'enquête canadienne s'échelonnait sur 25 années, 7 ans de plus que le projet Blue Book n'en avait duré, le nombre total des cas était similaire. Une différence marquante est que le pourcentage de cas non identifiés de l'enquête canadienne sur les ovnis arrivait à plus du double du compte-rendu officiel du projet Blue Book, mais se situait près des calculs revus par les chercheurs basés sur les données originales. Cependant, quand on prend seulement en compte les cas de meilleure qualité dans la base de données de l'enquête canadienne sur les ovnis, le pourcentage baisse à seulement 1,1 %, de loin inférieur aux résultats du projet Blue Book. Les résultats des projets antérieurs sur les ovnis des forces aériennes américaines, SANG et Grudge, ont été résumés dans le rapport spécial 14. Il y avait 3 201 cas dans cette base de données, parmi lesquels on retrouvait 21,5 % des cas jugés non identifiés. D'un autre côté, le système de traitement de la base de données du MUFON sur les signalements mondiaux d'OVNI entre 2001 et 2009 a recueilli un nombre similaire de cas, aussi bien de l'enquête canadienne sur les OVNI que de l'étude du projet Blue Book, mais relevait une étonnante proportion de 44,46 % de cas non identifiés. Ce seul point suggère une différence dans la façon d'évaluer les cas entre l'enquête canadienne, celle du Blue Book et le MUFON. Curieusement, le système de traitement des cas du MUFON a seulement enregistré 48 rapports canadiens d'OVNI durant cette période, même si l'enquête canadienne sur les OVNI a enregistré 577 cas dans les bases de données du MUFON entre 2001 et 2009. Une question fréquente sur les données ufologiques concerne les points névralgiques des ovnis. Bien qu'il y ait au Canada quelques endroits ayant une telle réputation, cela n'est pas ressorti des différentes études. Une conclusion assurée est que les observations d'OVNI sont reliées aux endroits à haute densité de population. Essentiellement, plus la densité de population est élevée, plus on y fait de signalements d'OVNI. Cela est logique puisque ce sont les observations d'OVNI qui sont étudiées et pas les OVNI eux-mêmes. Il tombe sous le sens que plus il y a un nombre potentiel de témoins d'OVNI disponibles, plus il y a de signalements. Pour cette raison, il y a plus d'observations d'OVNI qui proviennent des centres métropolitains. Cependant, cela n'est pas complètement relié à la population. On invita les témoins à noter la ville la plus proche pour situer l'observation. Dans plusieurs cas, une banlieue de ville était indiquée, nécessitant un certain regroupement géographique. Donc, en résumé, l'enquête canadienne sur les ovnis ne donne aucune preuve irréfutable que les ovnis soient des vaisseaux extraterrestres ou bien un phénomène naturel spécifique. Cependant, elle montre que le phénomène appelé OVNI est continuellement observé par des témoins quelque part au Canada. L'observation typique d'OVNI ressemble à ceci. Deux personnes observent ensemble une lumière distante, blanche ou rouge, en mouvement pendant quelques minutes. Dans la plupart des cas, l'OVNI sera éventuellement identifié comme un objet conventionnel, tel un aéronef ou un phénomène astronomique connu. Toutefois, pour un petit pourcentage de cas, certains ovnis ne semblent pas avoir d'explication facile et ils peuvent alors se voir attribuer l'étiquette de non identifié. Que sont ces cas non identifiés? D'un point de vue entièrement scientifique, il n'existe pas de moyen d'extrapoler une explication définitive basée sur ces données. Les partis pris pour ou contre le point de vue que ces ovnis soient des vaisseaux spatiaux extraterrestres fait souvent obstacle au processus scientifique et obscurcit le sujet. Un détracteur croyant fermement que les rapports d'ovnis sont tous des fabrications ou des mésinterprétations peut avoir tendance à écarter du revers de la main un cas vraiment inhabituel, alors qu'un croyant qui croit que les extraterrestres visitent effectivement la Terre peut attribuer une lecture dramatique à un phénomène ayant une explication conventionnelle. Tout ce qu'une étude de la sorte peut faire est d'offrir des données et des analyses rudimentaires. La reconnaissance qu'il n'y a en réalité qu'une poignée de cas non identifiés parmi les cas d'OVNI peut conduire les détracteurs à croire qu'eux aussi pourraient trouver une explication avec suffisamment d'efforts fournis, mais pour un croyant, cela peut constituer la preuve requise qu'au moins certains OVNI n'ont pas d'explication.
L'évaluation des données d'une enquête est une valeur subjective imposée par l'investigateur ou le rédacteur, ou les deux, selon une échelle où les valeurs basses représentent les cas comportant peu de contenu informatif et des observateurs limités dans leurs habiletés d'observation, alors que les valeurs hautes représentent les cas signalés par d'excellents témoins comme les pilotes, la police, etc., et bien investigués. Naturellement, on préfère les cas avec de hautes valeurs. Pour l'année 2017, parmi plus de 1100 signalements recueillis, il y eut 10 cas inexpliqués de grande qualité. L'interprétation de ces cas est qu'ils sont parmi ceux qui représentent le plus grand défi parmi tous les signalements recueillis en 2017. Non pas que ces cas étaient les meilleurs ou une preuve de présence d'OVNI, mais ils étaient les plus intrigants. De plus, il faudrait noter que la plupart des cas d'OVNI ne sont pas signalés et qu'il pourrait y avoir 10 fois plus d'observations sans signalement qu'il n'y en a de signalés au public, aux agences privées ou militaires. De plus, on devrait noter que certains cas jugés moins fiables souffrent seulement d'un manque d'investigation et qu'ils pourraient même s'avérer plus mystérieux que ceux-ci haut évoqués. Et par-dessus tout, ces cas ne sont pas la preuve de visites extraterrestres. Une chose est qu'il serait bien de revoir toutes les données de l'enquête canadienne sur les OVNI et de simplement créer une base de données de cas inexpliqués. Parmi quelques 20 000 cas, on pourrait en dénombrer 2, 3 ou 400 qu'on devrait réévaluer. Donc, on peut faire beaucoup plus de travail sur l'enquête canadienne sur les OVNI et on devrait continuer. Donc, que nous révèle une donnée ufologique? Nous pouvons maintenant jeter un autre coup d'œil aux questions posées par Henry sur la qualité des données ufologiques. La première question qu'il a posée est « Est-ce que la cueillette des rapports reflète réellement un échantillonnage fait au hasard? » L'aspect au hasard de l'échantillon OVNI dépend bien entendu si le signalement d'OVNI lui-même est au hasard. Peut-on être certain que les témoins d'OVNI représentent un échantillon de la population ou y a-t-il un penchant en faveur de ceux qui croient aux OVNI et qui par conséquent peuvent rapporter des objets volants identifiés comme OVNI? Y a-t-il d'autres préjugés impliqués? On sait par exemple que les observations militaires d'OVNI ne sont pas disponibles aux chercheurs ufologues civils sur une base régulière. Ces cas sont-ils différents d'une quelconque manière des cas rapportés par des civils? La deuxième question de Henry: les cas individuels ont-ils été validés adéquatement? Dans un monde idéal, chaque cas d'OVNI serait pleinement documenté et investigué par des chercheurs expérimentés sans limite de temps ni dépenses, dans une coopération parfaite entre autorités militaires et civiles. En réalité, cela n'est pas le cas. Une investigation sur un OVNI est souvent conduite par des amateurs enthousiastes, inexpérimentés et mal entraînés durant un bref moment de temps libre et travaillant séparément des sources officielles d'informations utiles. Plusieurs investigateurs ufologiques n'ont pas de formation en astronomie, en météorologie ou aviation, alors que chacune de ces formations serait utile dans l'évaluation des rapports d'OVNI. Ainsi, il n'y a pas moyen de nous assurer que tous les cas signalés sont validés adéquatement. Et que dire de la troisième question? Est-ce que l'on compare des pommes avec des oranges? Les lumières nocturnes sont-elles nécessairement le même type d'OVNI que les disques diurnes? Nous n'avons pas la réponse à cette question. Cependant, comme les objets nocturnes constituent la majorité des cas signalés dans l'échantillonnage, cela n'est peut-être pas un problème. Par ailleurs, nous pouvons aussi nous demander si tous les objets nocturnes sont eux-mêmes homogènes. En même temps, la donnée ufologique est-elle valide en elle-même? Les détails particuliers sont-ils occultés pour simplifier les cas dans le but de les comparer? C'était la quatrième question de Henry. Cela est vrai jusqu'à un certain point. Un témoin qui choisit rouge comme couleur primaire d'un OVNI aux couleurs rouge et blanche peut avoir fait une erreur de jugement. De la même manière, une donnée encodée rouge et blanche pourrait être interprétée différemment lorsque déclarée blanche et rouge. Donc, dans certaines catégories, cela peut s'avérer une juste préoccupation. Dans d'autres catégories, comme la date et le lieu, cela n'est pas un problème. Néanmoins, lorsqu'on évalue des cas, des interprétations subjectives causeront assurément certaines difficultés. Cinquième question de Henry. Est-ce que l'enquête implique la question « Cette quantité d'informations ne prouve-t-elle pas que les OVNI existent? » Non.
La présente enquête démontre seulement que les gens rapportent des objets inhabituels parmi lesquels certains n'ont pas d'explication simple. Sixième question de Henry. Les corrélations démontrent-elles réellement un lien de cause à effet? Non. Aucune corrélation, aucune étude corrélative n'a été conduite sur ces données. Alors, où cela nous conduit-il? Il est bon que certaines organisations recueillent des signalements d'OVNI et ceux-ci doivent être conservés et disponibles pour les chercheurs, incluant des individus hors de ce champ d'activité. Tout le monde bénéficie de la disponibilité de ces rapports. Ceux-ci constituent des données scientifiques utiles à tous, tant pour les croyants que les détracteurs. C'est précisément le genre de données dont les scientifiques ont besoin si on veut examiner le phénomène OVNI de façon sérieuse et scientifique. Retenir ou manipuler les données en disant qu'on attend d'avoir plus d'informations ou le bon moment pour les livrer est simplement inacceptable. L'ufologue Kurt Collins remarque, « Quelle que soit la nature des ovnis, les cas inexpliqués peuvent très bien révéler avoir plus d'une réponse. Ils peuvent être des vaisseaux spatiaux, des phénomènes atmosphériques encore inconnus ou des lumières voyantes, volantes, mystérieuses et plus encore. Nous devons continuer à investiguer objectivement sans chercher à confirmer une hypothèse privilégiée. » Les sondages ont démontré qu'environ 10 des Canadiens croient avoir vu un ou des ovnis. Cela signifie qu'environ 3,5 millions de Canadiens croient qu'ils en ont vu. En comparaison, cela fait environ 35 millions d'Américains. Les études ont également démontré que seulement 10 de tous les témoins d'OVNI rapportent leurs expériences, même si on croit que ce pourcentage est même bien inférieur. Dans le cas de l'enquête sur les ovnis, il y a actuellement environ 20 000 rapports en dossier dans la base de données. En attribuant une moyenne de 1,7 témoins par cas, cela suggère que 34 000 personnes ont vu un ovni au Canada depuis 1989. Mais si seulement une personne sur 10 rapporte une expérience, on devrait multiplier ce nombre par 10. Donc, 340 000 personnes ont vu un ovni au Canada de 1989 à aujourd'hui. Si vous avez vu un ovni, vous êtes en bonne compagnie avec beaucoup d'autres. Les témoins d'OVNI se retrouvent aussi bien chez les fermiers que chez les pilotes aériens et aussi bien chez les enseignants que chez les officiers de police. Les témoins sont de tous âges et de toutes origines raciales. Qu'est-ce qu'on observe? Dans la plupart des cas, seulement des objets ordinaires. Toutefois, cela amène une question. Si les gens rapportent des choses explicables, alors les objets observés étaient réellement là. Est-ce que les objets que nous ne pouvons pas identifier étaient aussi réellement là? Dans l'affirmative, que sont-ils? Ce sont là des questions auxquelles seule la recherche rationnelle et constante peut répondre, et seulement si les chercheurs reçoivent le soutien, tant des scientifiques que du public. Merci.